Nos invités, Sandra Ouabian, vous êtes directrice du pôle société du Crédoc. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur de La Tentation du Sauveur, histoire d'une passion française, à paraître début mars aux éditions Payot. Et enfin Mathieu Souquier, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de 2022, La flambée populiste, c'est chez Plomb. Merci de participer à cette émission en direct. Donc malgré l'interdiction de manifester à Paris, le convoi des libertés est en route vers la capitale. Les convois qui sont partis d'un peu partout en France. Je vous propose de revoir ce sujet diffusé hier soir de Thomas Cuny, Ben Barnier et Émilie Denis. Ils se sont donné rendez-vous à Bordeaux, à Brest ou encore ici à Montpellier ce matin. Des manifestants estimés à quelques centaines s'apprêtent à prendre la route et participer à ce qu'ils appellent le convoi de la liberté. Ils sont anti-vaccins, gilets jaunes et n'ont qu'un mot d'ordre, liberté. Toutes nos libertés sont bafouées. Où sont les droits de l'homme, je ne sais pas. Et moi, je monte à Paris et à Bruxelles pour ça, pour récupérer ma liberté. La France, elle est complètement dépecée, malmenée. Le peuple aussi. Le peuple est insulté, donc on ne peut plus rester comme ça, les bras croisés. D'autres, partis hier, ont passé leur première nuit à Toulouse. Cette retraitée a aménagé son camion pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Oh, ben là, il y a du vivre pour plein de partout. Il y a du vivre pour bien une bonne semaine. Le frigo est archi plein. Bon, il est allé pour le voyage. Pourquoi vous avez pris tout ça? Si on va à Bruxelles, on sait pas. On sait quand on part, on sait pas quand on revient. Tous veulent rallier la capitale vendredi. La préfecture de Paris a d'ailleurs annoncé ce matin prendre un arrêté pour interdire la manifestation. À Avignon, cette décision ne passe pas. Aucun gouvernement ne peut nous interdire d'aller sur la capitale. On est libre, non? Je ne comprends pas cette démarche psychologique. Nous, on roule sur la route, on paye nos impôts, on a le droit d'aller à la capitale. Non, on n'arrêtera pas de toute façon. On n'a pas envie de se faire vacciner, on a envie de rester libre, donc voilà. Les autorités précisent qu'un dispositif policier sera mis en place pour empêcher les blocages, verbaliser et interpeller les contrevenants à cette interdiction. Alors Sandra Ouabian, dans les ressorts de ce mouvement, vous voyez des similarités avec le fameux mouvement des Gilets jaunes? Alors oui, beaucoup. Et puis on a mené une enquête au Crédoc là tout récemment. Et en fait, 60% des gens qui font partie des soutiens au mouvement anti-pass soutiennent également le mouvement des Gilets jaunes et vice-versa. Donc il y a pas seulement une similarité, on va dire, en termes de revendication, la liberté, qui avait été aussi beaucoup présente au moment du mouvement des Gilets jaunes, donc la liberté de circulation, puisqu'on se rappelle quand même que le prix du carburant, c'était aussi la capacité finalement à avoir une mobilité dans l'espace public. Mais également, il y a des soutiens croisés. Et puis il y a beaucoup de choses qui les rassemblent, des niveaux de vie faibles. Donc plutôt des bas revenus, des gens qui sont en situation professionnelle un petit peu sur le fil, précaire, une méfiance par rapport aux D'où un politiques. ras-le-bol, sentiment de ne pas s'en sortir alors qu'on a un travail, quoi. C'est ça, en fait, la question de la liberté, elle vient s'inscrire dans un espace où finalement la liberté d'acheter, elle n'est pas vraiment là, la liberté de consommer n'est pas vraiment là, et donc il reste plus que quelques espaces où finalement peut s'exprimer ce sentiment de liberté, dont la mobilité. Et donc, le fait que ça a démarré au Canada avec le passage de la frontière, c'est vrai. Et là, on l'entend. Ils disent, personne ne peut nous empêcher d'aller à Paris. On a le droit d'aller à Paris. Je paye mes impôts, j'ai le droit de rouler sur la route et de me diriger vers la capitale. Voilà. Et il y a beaucoup le sentiment dans ce mouvement que finalement, il y a un très fort sentiment d'injustice. Donc, ce qui rejoint aussi ce qui était présent dans le mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, un rejet, en fait, de toute régulation. C'est-à-dire que finalement, la régulation, elle ne permet pas de rétablir des injustices. Donc nous, en fait, on va tout faire voler en éclats et un refus du politique très très net. Donc une méfiance dans les politiques, dans les médias. Donc il y a énormément de points communs entre les deux mouvements. Mathieu Souquier, ce qui est quand même impressionne aussi, c'est le côté spontané de ce mouvement. À la fois spontané, mais massif, puissant. On n'a pas passé des reportages, mais cette nuit, le convoi de la liberté dit on est accueilli par des bénévoles à Rennes, etc. On sent qu'il y a des points de rendez-vous et que tout ça,
s'organisent spontanément sans qu'il y ait d'organisateurs. C'est l'avantage des réseaux sociaux, précisément. La démocratie sociale, jusqu'à présent, elle reposait effectivement sur des corps intermédiaires, des associations qui permettaient d'organiser, de structurer et même de capitaliser sur une mobilisation. Là, les syndicats, typiquement. Spontanés ou même sauvages. Là, précisément, d'ailleurs, on voit que les syndicats, et à travers notamment les fédérations professionnelles, ne soutiennent pas le mouvement. C'était d'ailleurs pareil au moment des Gilets jaunes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la liberté redevient, en fait, un thème de débat, un sujet politique. Ça fait des mois et des mois que ça dure, mais c'est logique de se poser la question de la liberté dans un contexte de crise sanitaire et d'état d'urgence. Comment fait-on dans un contexte comme celui-ci pour continuer en fait d'organiser notre vie collective dans de bonnes conditions démocratiques? Et d'une certaine façon, les mots d'ordre qu'on entend ici, et y compris donc cette dame qui disait « tous nos droits sont bafoués », peut-être de façon un peu excessive, mais font écho, y compris à certains débats politiques où on invoque la dictature sanitaire. Et quand je dis qu'on invoque la dictature sanitaire, ça n'est pas seulement, par exemple, Florian Philippot, qui tente de capitaliser, de donner une traduction politique à ce type de mouvements sociaux. Ça n'est pas le seul. Quand on avait le débat au Parlement sur le pass sanitaire, on avait certains représentants politiques, présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée, qui eux-mêmes parlaient de dérive autoritaire, de dérive vers une forme d'autoritarisme, de dictature sanitaire. C'était Jean Lassalle qui disait ça, ou même de Nadine Morano qui parlait d'Emmanuel Macron comme d'un petit dictateur. Et est-ce qu'ils ont forcément tort? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être, mais surveillé, je ne veux pas mélanger toutes les affaires, mais Nordal Lelandais, en 5 minutes, on a vu que c'était lui, parce qu'il y a des caméras partout. Le pass sanitaire, on est bipé. Tiens, vous avez rencontré dans les dernières 24 heures une personne positive au Covid. Veuillez immédiatement vous faire vous prendre un écouvillon dans le nez. Tiens, je ne peux plus aller au bar parce que j'ai pas mon téléphone portable et donc je n'ai pas mon pass sanitaire. Je veux dire, est-ce que ce sentiment est totalement farfelu ou il est assis sur quelques réalités? Une société ultra connectée est évidemment potentiellement une société ultra surveillée. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait une vigilance très forte face à cela. Ensuite, néanmoins, quand on s'inscrit dans le champ sémantique que je décrivais à l'instant, on voit bien qu'on passe dans autre chose. Les convoyeurs de la liberté... Dictature sanitaire, liberticide, c'est les mots que vous ne reprendriez pas à votre compte. Précisément, c'est parce qu'on n'est pas en dictature qu'on peut dire qu'on est en dictature. C'est précisément dans une dictature qu'on ne peut pas dire ça. C'est en démocratie qu'on peut, malgré tout, en convoyeur de la liberté, monter à Paris. Mais on peut rappeler aux convoyeurs de la liberté que, précisément, nous étions bien davantage amputés de notre liberté lorsque nous n'étions pas vaccinés et que nous étions confinés, assignés à résidence il y a 1 an et demi désormais. Jean Garrigue, c'est totalement nouveau, ces mouvements un peu spontanés, ou bien non, ça a toujours existé, c'est même l'ADN de la France, que d'avoir des révoltes populaires comme ça que personne ne voit venir et où le pouvoir se met à trembler. Je vous apprendrai rien en rappelant ce que fut la Révolution française. Il y a eu aussi une grande spontanéité des mouvements pendant l'été ce qu'on avait appelé la Grande Peur, l'été qui a suivi d'ailleurs la première révolution, qui est une révolution parlementaire. Donc ce type de mouvement spontané, fondé d'ailleurs sur une perception très irrationnelle du réel, parce qu'il faut quand même le dire, ne serait-ce que dans l'appropriation du terme de liberté, on peut quand même le questionner. Ce qu'ils appellent liberté, ça a été très justement dit, ou ce qu'ils considèrent comme liberticide, dans une des démocraties les plus libérales du monde, qui est la nôtre, apparaît comme totalement décalé par rapport à la liberté. Mais peu importe, parce que ce qui compte dans un mouvement social, c'est la perception que ceux qui mènent ce mouvement se font du réel. Ils baignent dans une analyse qui, à mes yeux d'historien, apparaît comme irréelle de ce qu'est notre société. En revanche, ce qui compte, c'est que justement cette perception existe et sur quoi elle se fonde. D'autant que ce ne sont pas des dingues. Vous avez vu la sociologie. On a l'impression que c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui prend sa voiture parce qu'il en a ras-le-bol. Alors, il faut juste rappeler quand même que derrière cette spontanéité, il y a aussi des organisateurs. On parle de militants de QAnon, on parle qui échauffe, qui aiguise, de personnalités assez proches, notamment de Russia Today. Enfin, il y a quand même quelque part une frange, notamment liée à l'extrême droite, qui est présente dans l'organisation de ce mouvement. Qui aiguise sur les réseaux sociaux et qui fait qu'on est en colère et on dit exactement, allez. Et qui excite les réseaux sociaux. Et puis évidemment, on en a parlé, des gens comme Florent Philippot, Asselineau, qui sont un peu à la remorque. Mais tout ça, c'est vrai, et
à mon sens, c'est ce qui a été dit, est périphérique par rapport à la réalité de cette souffrance sociale qui s'exprime. Donc on voit bien, on est dans des classes moyennes inférieures ou voire aux limites de la pauvreté qui expriment un mal-être, un mal de vivre dans notre société et pour lesquels la surmédiatisation du réel aujourd'hui, la surinformation dont on bénéficie, leur donne véritablement, de manière très immédiate, la sensation, la perception de ce que sont les inégalités. Je veux dire que à l'époque, le paysan de 1788, il voit son seigneur, etc. Il se dit là, il y a quelque chose qui va pas quand même, parce que le seigneur, et là on a les châteaux, etc. On a les vacances des puissants et des riches qui vous éclaboussent la figure sur les réseaux sociaux au petit déjeuner. Et les inégalités, les bénéfices de Total, etc. Toutes ces choses-là, évidemment, ça fait écho pour des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc forcément, il y a des moments comme ça où ça explose. Alors, ce qui est intriguant en tous les cas, c'est la rapidité avec laquelle les mouvements peuvent traverser les océans. On parlait de l'immédiateté de nos sociétés modernes, puisque ce mouvement est il y a à peine un mois, même pas un mois, au Canada. C'était le convoi de la liberté. Je propose de voir, parce qu'il y a c'est amusant de voir les similitudes. Je propose de voir ce reportage à Ottawa de Romain Michelot. Le centre d'Ottawa, toujours paralysé, occupé par des dizaines de ces poids lourds XXL. Dans la capitale canadienne, les camionneurs continuent de manifester contre de nouvelles mesures sanitaires, en particulier l'obligation vaccinale pour franchir la frontière avec les États-Unis. On a été obéissants, on a fait notre travail depuis 2 ans maintenant, il est temps qu'on retrouve notre vie d'avant. Il y a quelques jours, des milliers de poids lourds ont traversé tout le pays pour rejoindre Ottawa, d'où leur nom Convoi de la Liberté. Au mouvement se sont agrégés d'autres manifestants anti-vaccination et d'extrême droite. Après plusieurs dégradations, le Premier ministre choisit l'apaisement. Aux 90% des camionneurs du pays qui sont vaccinés continuent de travailler dur, de faire tourner notre économie. Je vous dis merci. Les comportements que l'on a pu voir ce week-end ne vous représentent pas. Le mouvement de contestation devrait continuer. Le chef de la police d'Ottawa demande plus de moyens et en appelle directement à l'armée canadienne. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'au Canada, également, on entend cette expression de dictature sanitaire. Également, on voit des étoiles jaunes. Également, on s'en prend à des monuments historiques. Vous voyez cet extrait d'un sujet de Lionel Farelstein. Pour certains manifestants, le Canada est désormais une dictature sanitaire. Ils n'hésitent pas à exhiber des croix gammées et étoiles jaunes. D'autres sont montés sur certains monuments nationaux, comme la tombe du soldat inconnu, provoquant la colère du Premier ministre. Alors c'est frappant, Mathieu Souquier, c'est à croire que les Canadiens avaient vu les mouvements des Gilets jaunes qui s'en étaient pris à l'Arc de Triomphe chez nous. Non, mais il y a un mimétisme dans les drapeaux, dans tout, dans plein de choses. Alors, ça dit bien 2 choses. Ça dit qu'en particulier depuis le début de la pandémie, il y a un peu partout, dans toutes les démocraties, dans tous les pays, quelle que soit la situation sanitaire, politique, etc., il y a des mouvements de contestation qui sont similaires. Les Allemands s'y sont heurtés, les Pays-Bas s'y sont heurtés. Toutes les grandes démocraties, en fait, ont été confrontées au mécontentement d'une partie de leur population. Et effectivement, la deuxième dimension, comme vous le disiez, c'est que s'il y a une mondialisation de l'économie, il y a désormais aussi, en particulier grâce aux réseaux sociaux, qui en l'occurrence portent bien leur nom, une mondialisation des mouvements sociaux. Et c'est pas la première fois que ça arrive. MeToo, c'est aussi grâce à l'époque connectée et aux réseaux sociaux que le phénomène, ce mouvement sociétal devient mondial. Idem pour Black Lives Matter. Donc aujourd'hui, on est évidemment dans le prolongement de ça, très clairement. MeToo, Black Lives Matter, les Gilets jaunes, finalement, ces mouvements sont mondialisés et s'expriment de la même façon un peu partout. Jean Garrigue, ce qui est surprenant, c'est que c'est la classe moyenne qui se révolte. D'habitude, c'était la classe ouvrière, c'était les... Là, on a l'impression que non, la classe ouvrière, enfin, c'est le milieu, quoi. Oui, on est plus dans cette sociologie-là, mais ça, madame le dirait mieux que moi, mais il y a déjà eu des soulèvements de ces catégories sociales, y compris pendant l'entre-deux-guerres, où elles allaient plutôt d'ailleurs vers soit des organisations de lutte antifiscale, des fédérations de contribuables, soit des ligues d'extrême droite. Très souvent, on se retrouvait dans ces ligues, voire même dans des ligues agraires, comme ce qu'on appelait chemise verte à l'époque. Donc ça, c'est pas
totalement nouveaux. On les a vus aussi au moment du poujadisme dans les années 50, mais c'est vrai que c'est quand même une des caractéristiques du mouvement, mais ça c'est dû beaucoup au déclassement de ces catégories-là. On sait bien que depuis des décennies, il y a une forme de déclassement d'une partie des classes moyennes. Cette immense classe moyenne dont Valéry Giscard d'Estaing avait rêvé de faire l'ossature de sa société, c'est 2 Français sur 3, disait Giscard, qu'il voyait comme un bloc homogène et susceptible donc de répondre à une politique, on va dire, libérale, modérée et républicaine. Ce bloc central, il a explosé. Et donc, ceux qui ne se retrouvent pas dans ce bloc, ceux qui sont les déclassés de ce bloc, ils se retrouvent ne se retrouvent pas dans les instruments, dans les canaux traditionnels de l'expression politique. Donc, ils vont vers des formes nouvelles en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Sandra Wabian, on a vu dans le reportage un gilet jaune arborer fièrement le 27 Évreux, son département. Et on voit la volonté d'aller prendre d'assaut la capitale. Est-ce qu'il y a un déclassement? Est-ce que ce déclassement il est vécu aussi de façon territoriale? Alors oui, territorial, ça c'est certain, mais aussi médiatique. En fait, ce qui rassemble tous les mouvements dont on a parlé, c'est la volonté de capter l'attention des médias et ils y réussissent. Voilà. Donc, en choisissant des modes d'action qui sont visuels, il y a presque un marketing en fait de tous ces mouvements, que ce soit MeToo ou autre, avec des couleurs, avec un symbole. Donc là, c'est les camions. Dans un autre cas, ça va être les bonnets rouges, etc., la chasuble jaune, ouais. Voilà. Donc, on attrape l'attention médiatique parce qu'on pense que c'est le seul moyen en fait de faire bouger les choses. C'est ce qui caractérise en fait beaucoup ces mouvements. Et tout à l'heure vous disiez sur les classes moyennes en fait que c'était nouveau. Ce qui explique aussi ce malaise des classes moyennes, c'est un sentiment finalement d'aucune perspective. Donc aucune perspective en termes de logement, j'en ai déjà beaucoup parlé dans vos émissions, mais également au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a une polarisation aujourd'hui du marché de l'emploi entre des super jobs où on a une carrière incroyable, on travaille comme des fous, on a des bons salaires et on peut bouger partout dans le monde, des emplois totalement précarisés type Uber, etc. Et puis au milieu, des classes moyennes en fait qui sont bloquées dans leur parcours professionnel et savent qu'elles n'arriveront pas à avoir une accession parce qu'en fait, pour devenir faire partie de ces super jobs, il faut un niveau de diplôme très élevé, il faut un réseau social important, il faut donc d'une certaine manière. Le parcours à la Bérégovoy qui était tourneur-fraiseur et qui a terminé ministre, il marche beaucoup moins. Il marche beaucoup moins et donc il y a cette peur de basculer dans la pauvreté sans jamais pouvoir en fait s'en sortir. Donc c'est aussi ce qui crée, je dirais que les médias sont un peu au cœur du mouvement de deux façons à la fois parce qu'on essaye de capter leur attention et aussi parce qu'ils créent finalement le décalage et le sentiment de déclassement. Alors justement, vous parliez des médias qui sont capables, et c'est vrai, de capter des instants, enfin la lumière quand elle s'éclate, mais on est aussi capable d'aller au fond des choses. Je vous propose, parce que c'est un document assez exceptionnel, moi je trouve, c'est Arnaud Boutet et Paul Montel qui sont allés à la rencontre justement de cette classe moyenne qui se sent délaissée. Et vous allez voir ce reportage, sont quelques portraits qui disent beaucoup sur ce malaise qui a été au cœur peut-être, et vous nous le direz, de ce qu'a vécu la France avec le mouvement des Gilets jaunes. D'abord, on regarde ces portraits. Évreux, préfecture de l'Eure, 50 000 habitants, les déplacements se font majoritairement en voiture. La ville est ceinturée par les grandes surfaces et parmi les enseignes, il y a Lidl, le magasin discount. À Évreux, il vient de doubler sa superficie. Première étape donc, et premier constat. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce sont les promotions, vous regardez? C'est le catalogue. D'accord. Donc les croix, c'est votre épouse qui les a indiquées? Ouais. On regarde le meilleur rapport qualité-prix, ouais. D'accord. Surtout quand on a deux ados à la maison. Vous voyez là, moi j'ai pris pour faire de la soupe maintenant, le soir on fait de la soupe. Voilà, poireaux, pommes de terre, carottes, voilà. Donc pas de gâteau? Ah non, pas de pâtisserie parce que c'est hors de prix quoi. C'est nouveau pour vous ça? Oui, pour moi c'est nouveau. Autre nouveauté, la clientèle. Elle appartient de plus en plus à la classe moyenne. Est-ce que vous pourriez faire vos courses dans les commerces de centre-ville? Tout centre-ville, c'est pas possible. C'est trop cher? C'est trop cher. Pour beaucoup, les aides de l'État ne suffisent pas. Il y a un chèque énergie de 100 €, mais bon, et encore, je sais pas pour vous, moi je sais que pour 50 €, j'y ai pas droit. On est dans une tranche
de revenus, on n'a pas droit à grand-chose en fait. On n'est pas assez riche pour, mais on n'est pas assez pauvre pour. Le chèque énergie ou l'indemnité inflation s'adresse aux ménages les plus modestes. Comment les familles s'organisent-elles au quotidien? Qu'attendent-elles des candidats? Nous retrouvons Olivier Vermelin, l'un des clients du supermarché. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci. Il habite avec son fils, âgé de 11 ans. Tiens Ben, tu viens? Bon, après, tu vas mettre la table. À 52 ans, cet éducateur gagne 2000 € par mois. Le même salaire, précise-t-il, depuis près de 15 ans. Alors pour s'en sortir, il privilégie les objets d'occasion. Et tac. Qu'est-ce qu'on a acheté d'occasion récemment? Dans ta chambre? La liste est longue. Manga, console. Ouais, manga, console, c'est l'occasion, ouais. Moi, mon clavier d'ordinateur, je l'ai récupéré de mon cousin. Voilà, c'est de la récup aussi, ouais. Mon casque aussi. Oui. Alors, pour qui voter? Olivier a fait son choix. Ou gauche? Voilà, Yannick Jadot. D'un président écolo, il espère une aide financière importante afin d'isoler sa maison. La seule façon de baisser la facture, c'est de moins consommer. Et pour ça, Yannick Jadot, c'est celui qui apporte le discours qui vous correspond davantage? Tout à fait. Économiser, ne pas trop dépenser. On va essayer de sonner ici. Dans ce quartier d'Évreux, il suffit de faire quelques pas pour constater la même inquiétude. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part d'Olivier, votre voisin. Oui. Je suis journaliste. Et ma femme travaille pour la ville. Ouais. Elle a fait le ménage dans les bureaux et tout ça. Moi, je travaille dans le service propreté, environnement. C'est-à-dire, je ramasse tout ce qui est papier, tout ça dans la rue. Avec 2 salaires, même avec 2 salaires, on n'y arrive pas. Parmi ces candidats, est-ce que vous avez une préférence pour essayer de régler ce problème? Moi, par exemple, ouais. Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle apportera déjà. Elle est pas pour les riches. À Évreux, il y a 2 ans, ils étaient très mobilisés. Les gilets jaunes, aujourd'hui moins nombreux, crise sanitaire oblige, et pourtant certains redescendent dans la rue. Les gilets jaunes aussi avec le pouvoir d'achat. Et vous, qu'est-ce que vous réclamez aux candidats à la présidentielle? Plutôt le blocage des prix des produits de nécessité, c'est-à-dire le carburant. Montrez-nous un coup là. Allez. Évreux 27. Ouais. Voilà. Donc c'est qui sème la misère récolte la colère. Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle, même sur un terrain de foot. On se replace, allez. À Évreux, Yacine est à la fois étudiant et salarié du club. Il effectue une formation en alternance. Pour ce qui est de ma part, je suis payé environ 80% du SMIC, ce qui représente environ 900 €. D'accord. Ouais. Et ça aide un peu la famille, votre maman, vos frères aussi? La famille, ça aide mes proches aussi. Son revenu est indispensable pour sa mère qui s'occupe seule de ses 4 enfants. Je sacrifie mes loisirs, je sacrifie ce que je pourrais faire en plus, ce que je pourrais m'acheter. Donc je préfère le mettre pour mes enfants. Et elle veut un nouveau président. Je choisirais peut-être Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Parce qu'il va augmenter le SMIC, c'est pour ça? Oui. Est-ce que le pouvoir d'achat, aujourd'hui, est le problème principal? Pour moi, oui, totalement. Malgré l'intervention de l'État pour freiner la hausse du gaz et de l'électricité, le pouvoir d'achat demeure la première des préoccupations des électeurs. Le coût de la vie s'est invité dans la campagne. C'est incroyable, Sandra Wabian, parce que le pouvoir d'achat, on voit, c'est le ressort de ce ressentiment. Alors, vous parliez tout à l'heure des carrières bloquées, mais on a vu l'enfant et on a aussi plus de besoins qu'avant. L'enfant, j'ai pris la note, ordinateur, mais comme tous les enfants, quoi. Hein, une console de jeu, comme tous les garçons à l'école. Et probablement qu'il va vouloir, et sa sœur aussi, un smartphone. Oui, tout à fait. On est dans une société qui a des besoins de plus en plus importants. Et pour rester dans cette course en fait permanente, ça c'est très exigeant. Et donc là, effectivement, ce que vous disiez, ne pas avoir de console de jeu aujourd'hui quand on est un ado, c'est ne pas faire partie de la société, parce qu'avec cette console de jeu, on va jouer avec les copains, on va en parler ensuite à la cour de récré. Enfin, ça fait partie finalement de la norme en fait. Donc et puis cette question du pouvoir d'achat, on vous étonniez un petit peu de son retour, mais d'une certaine manière, la crise sanitaire, elle a un peu mis une cloche sur tous les problèmes de société. Et il faut rappeler que juste avant le démarrage de la crise sanitaire, il y avait tout un mouvement autour des retraites
donc qui était quand même aussi très proche, parce que c'était la question finalement de est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre décemment une fois qu'on aura arrêté de travailler, et puis juste avant les mouvements des Gilets jaunes. Donc en fait, il y a eu une période de pause, un peu de sidération, et où tout le monde a été focalisé sur les questions sanitaires, et aujourd'hui, c'est pas un hasard si elles ressortent à un moment où finalement les inquiétudes sont un petit peu moins fortes aussi. Donc d'une certaine manière, on se laisse la possibilité de venir dire maintenant ça y est, ça suffit, revenons aux autres problèmes de société. Et Mathieu Souquier, face à ce ressentiment qu'on a vu exprimé dans ces portraits, eh bien pour beaucoup c'est le choix du vote protestataire, puisqu'on peut dire que c'était Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et même Yannick Jadot qui quand même propose un programme en rupture par rapport aux pratiques de gouvernement, au gouvernement qu'on a eu jusqu'à présent. Oui, tout ça est assez cohérent. Alors, une société d'ultra-consommation, c'est effectivement aussi une société d'ultra-frustration. Ça marche comme ça. Ouais. Et c'est très intéressant de voir la sociologie du mouvement, qui fait écho à la sociologie du mouvement des Gilets jaunes. Oui, effectivement, ça n'était pas les catégories populaires telles qu'on les entend d'habitude, ou même les chômeurs, qui, à l'époque, faisaient les rangs des Gilets jaunes. Ça a bien démarré au niveau des classes moyennes, et pas n'importe quelle classe moyenne. Les classes moyennes indépendantes, les petits commerçants, les petits artisans, les petits entrepreneurs. Pourquoi ? Ceux qui faisaient le cœur du mouvement poujadiste auquel Jean Garrigue faisait tout à l'heure référence. Alors, parce que, comme le disait Jean Garrigue, il y a toujours eu cette culture-là chez les petits indépendants, du ras-le-bol, de l'expression comme ça d'énervement et de colère vis-à-vis Je paye beaucoup d'impôts et j'ai droit à rien. Vis-à-vis de l'État central, avec effectivement un ressort antifiscal avant toute autre considération. Mais ensuite, ça a essaimé. Il y avait des familles monoparentales, il y avait, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes, des classes moyennes représentant la fonction publique. Alors, les premiers se retrouvaient bien davantage, effectivement, dans un vote pour Marine Le Pen, et les seconds dans un vote pour Jean-Luc Mélenchon, comme on l'a ici. Un dernier élément, il y a effectivement une crainte de déclassement pour ce qui est de la classe moyenne aujourd'hui. François Dubé notamment et d'autres sociologues ont bien montré qu'il y avait néanmoins un écart entre la réalité du risque de déclassement et la peur du déclassement. Et je reboucle sur la question des émotions populaires. Même si la désindustrialisation fait que quand on est préparateur de commandes chez Amazon, on a moins de perspectives que quand on est contremaître chez Airbus, non ? Tout ceci constitue une réalité. Mais par exemple, on dit souvent que le vote protestataire d'extrême droite prospère sur un terreau de crise économique et sociale. Ouais. On pourrait avoir l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle cette fois-ci. Et de toute façon, toute mouillée, toute additionnée, elle pèse 35% dans l'opinion. Donc, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans une situation de crise économique et sociale qui permet d'établir un lien de corrélation évident. D'ailleurs, je pourrais même faire le parallèle avec 2002. Pour la première fois en 2002, l'extrême droite arrive au second tour de l'élection présidentielle, alors même que nous sortons d'un quinquennat qui est plutôt un quinquennat de redressement économique et social. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. En revanche, sur la question des émotions populaires, c'est très intéressant. Au moment où le mouvement des Gilets jaunes en 2019 explose, émerge, le sentiment dominant dans l'opinion, c'est précisément la colère. C'est précisément la colère. À la faveur de la crise sanitaire, la colère s'estompe et la peur prend la place. En 2020, le sentiment dominant, c'est la peur, et c'est ce qui fait que nous acceptons d'être confinés. Aujourd'hui, ce n'est plus ni la colère ni la peur, c'est la lassitude. Voilà, avec une expression politique, forcément, une traduction politique différente derrière. Alors justement, ce ressentiment vis-à-vis du pouvoir d'achat va-t-il nourrir, parce que Emmanuel Macron va entrer en campagne, est-ce qu'il va tenir compte d'abord comment il regarde à ce qu'on voit la liberté, est-ce que ça l'inquiète? Et puis sous question, quand même, c'est ce que vous disiez, les Gilets jaunes étaient un mouvement de colère et qui avait pour cible énormément Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez qu'il a hérité de cette colère ou il l'a lui-même attisée en brandissant la Startup Nation, le banquier de chez Rothschild La réponse est dans votre question. Je dirais les deux, mon général. Non, bon, déjà, je souscris mot pour mot à ce qui vient d'être dit à propos de la perception des émotions, et de l'irrationalité, mais dans une société effectivement d'hyperconsommation, elle génère d'abord frustration et d'hypermédiatisation. Vous avez forcément l'hyperfrustration, ça c'est clair. Non, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, évidemment, les problèmes qui sont en train d'exploser dans la société française et dans toutes les sociétés démocratiques d'ailleurs, parce que c'est pas réservé, on le voit bien à la société française, sont des problèmes qui se posent depuis 30 ans. En tout cas, l'aboutissement de cette perception du déclassement, de ce qu'est la fragmentation sociale. Souvenez-vous de la campagne de Jacques Chirac en 1995, la fracture sociale. C'était quand même il y a 25 ans, donc elle s'est plutôt accrue d'ailleurs. Alors elle s'est accrue. Et alors le rôle d'Emmanuel Macron là-dedans, c'est qu'évidemment il est
pour beaucoup l'incarnation justement de cette fracture, de cette France des élites, des privilégiés, des surdiplômés. Il en est l'incarnation. Il est jeune, il est entreprenant, il a fait beaucoup d'argent à la banque Rothschild. Il coche toutes les cases. Et puis sa disruptivité, les provocations parfois malheureuses, les erreurs de langage qui ont été les siennes, ont fait qu'il a alimenté cette image, et qu'une image qui se cristallise au début d'un quinquennat ne se rattrape jamais. Moi, ça me frappe vraiment de voir à quel point, en dépit des tentatives, parfois même un peu maladroites, un peu grossières, pour se rapprocher des Français, pour donner l'impression qu'ils les avaient malgré compris, le quoi qu'il en coûte. Malgré le quoi qu'il en coûte, malgré une politique objectivement de surprotection sociale. Il n'y a jamais eu autant d'État-providence qu'aujourd'hui. Eh bien, il reste cette image qui lui colle à la peau. Ça vous a frappé d'entendre pourquoi Marine Le Pen, et il répond parce qu'elle n'est pas pour les riches. Oui. Au fond, elle incarne le nouvel idéal communiste. Mais évidemment. Mais ça, on l'avait déjà vu dans la manière dont dont le Front National, avant même Marine Le Pen, commençait à capter une grande partie de l'électorat ouvrier qui, d'ordinaire, se retrouvait dans la protestation communiste. Les choses sont peut-être en train d'évoluer un tout petit peu en ce moment avec Fabien Roussel, et le positionnement de Fabien Roussel qui, on le voit, retrouve les accents de ce qu'a été la tradition républicaine du Parti communiste. Ceux qui se sentent déshérités, victimes du système, ils votent plus à gauche, ils votent Marine Le Pen parce qu'elle n'est pas pour les riches. Bien sûr, ils se retrouvent essentiellement chez elle, puisque de manière objective, là encore, son programme, c'est un programme de revalorisation des salaires, un programme d'interventionnisme, de protection sociale. Je veux dire qu'elle coche toutes les cases, finalement, qui peuvent séduire non seulement l'électorat ouvrier, mais aussi cet électorat de classe moyenne déclassée. Donc, franchement, il y a quelque chose là qui peut les séduire, d'autant plus qu'elle agrège à ces idées-là tout ce qui concerne la sécurité et même l'immigration, qui sont des thématiques qu'une grande partie des couches populaires et de ces couches moyennes déclassées peuvent partager. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui peuvent séduire ces catégories. Ça veut dire, Mathieu Souquier, que cette frustration, elle peut aussi générer du vote Éric Zemmour en disant, moi, je paye mes impôts et je suis victime des dépenses... Une nuance par rapport à cela. D'abord, le président des riches, effectivement, c'est une constante. Parce que l'étiquette accolée, non sans argument, à Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, c'était une étiquette dont on avait aussi affublé Nicolas Sarkozy. Voilà, le président du Fouquet's. Et je dirais même que par contraste, c'est finalement une étiquette que François Hollande lui-même avait fini par subir. Il devait faire la guerre à la finance, son ennemi présumé, et n'ayant pas fait la guerre à la finance, il avait lui-même été considéré comme un traître. En tout cas, le procès en trahison avait été très fortement alimenté. Non, je pense que la captation politique précisément de cela, elle reste aujourd'hui très nettement chez Marine Le Pen. Voilà, l'extrême droite reste aujourd'hui le creuset des catégories populaires. En revanche, même si je disais que la colère avait reculé aujourd'hui, vous observez que il demeure dans l'opinion une demande de radicalité. C'est très intéressant d'ailleurs quand vous prenez le pouls de l'opinion française. Vous avez un tiers, je schématise un peu, mais en gros c'est ça. Vous avez un tiers de l'opinion française qui demande de la radicalité, qui dit c'est fini l'eau tiède, fini les demi-mesures. Pour s'en sortir, il nous faut de la radicalité. Qui captait cette demande de radicalité en 2017 ? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qui cette fois-ci capte en premier cette demande de radicalité ? C'est Éric Zemmour. Et c'est précisément sur cette demande de radicalité et l'offre de radicalité qui était la sienne, dans la cohérence de son programme et dans la radicalité de son discours, qu'il a permis en fait d'exploser en quelques semaines. Vous avez un autre tiers des Français qui, au contraire, demande de la tempérance, de l'apaisement, qui dit pour s'en sortir, il faut du respect, il faut de l'écoute, il faut du compromis. Et puis vous avez un tiers des Français... Mais c'est la France qui va bien, ça. C'est la France qui va bien. Et puis vous avez un tiers des Français qui dit, je sais pas, en fait, entre la radicalité et l'apaisement, j'hésite, on verra à la fin. Et Sandra Wabian, pourquoi est-ce que cette colère, dont on a bien compris qu'elle était à l'origine, c'était le pouvoir d'achat, pas pouvoir offrir une console à son enfant, et du coup, son enfant, il va plus être dans la société, ce qui va l'exclure de la société. Pourquoi est-ce que cette colère, les syndicats n'arrivent pas à la canaliser et même à en faire, à faire corps, quoi, Parce qu'on est dans une société où chacun aujourd'hui a un pouvoir de s'exprimer.
où chacun a envie d'être lui-même, d'avoir son propre corpus idéologique, de pas forcément rentrer dans un moule qui va être le même pour tout le monde, de s'exprimer, d'avoir droit à la parole. Et donc tous les mouvements organisés à l'ancienne, en fait, ne fonctionnent plus. C'est pour ça que les Gilets jaunes n'ont jamais pu avoir de chef. Dès qu'il y en avait un, ils se faisaient canarder sur les réseaux sociaux. Exactement, et même ils sont contre l'idée d'avoir un chef. C'est-à-dire qu'il y a une vision totalement horizontale. Alors, pour sortir des Gilets jaunes, par exemple, en France, il y a 1800 tiers-lieux. Je ne sais pas si vous connaissez ces tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des endroits où, en fait, ce sont des citoyens, des entreprises, des collectivités qui s'associent et qui créent un espace où on peut faire du coworking, on peut avoir des ateliers, les activités sont très différentes, mais sont donc des organisations complètement différentes de ce qu'on connaissait par le passé, qui posent d'ailleurs plein de problèmes juridiques parce que c'est des statuts un peu hybrides entre le privé, le public, etc. Et en fait, les nouvelles formes d'insertion dans la société aujourd'hui, elles ne peuvent être que horizontale. Il y a un rejet total d'une organisation qui serait hiérarchique, pyramidale. Et juste pour rebondir aussi sur l'histoire du pouvoir d'achat, il n'y a pas que des sentiments un peu, parce qu'il y a toujours un peu le côté irrationalité. On se dit la colère, c'est quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi à ce qu'il fait. Pendant la période de la crise sanitaire, il y a quand même eu une augmentation des inégalités. Donc, d'un côté, même s'il y a eu une protection sociale très très forte, en arrosant d'une certaine manière tout le monde, ça a protégé beaucoup des plus faibles. Il y a eu moins de découvertes bancaires, moins de faillites, mais il y a eu aussi une fragilisation d'une partie de la société qui était sur des emplois un peu précaires. Et de l'autre côté, des économies qui ont été faites par les plus riches. Le luxe s'est jamais aussi bien porté. Donc, cette notion de gros contre petit, c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans tous les mouvements sociaux et qu'on retrouve encore là dans les convois pour la liberté ou les Gilets jaunes. Donc, alors justement, les Gilets jaunes, je vous propose, puisque c'était il y a 3 ans, c'est parti en novembre 2018. Je vous propose de voir ce sujet qui avait été fait pour les 2 ans des Gilets jaunes et qui revenait sur les ressorts et les causes multiples qui étaient à l'origine de ce mouvement. Sujet de Gilles Papin. Le 17 novembre 2018, première journée de mobilisation des Gilets jaunes. Un mouvement créé à l'origine pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Les ronds-points sont occupés par des citoyens qui laissent éclater une colère qui va bien au-delà du prix de l'essence. Le coût de la vie est arrivé abominable, on ne peut plus vivre, donc oui, on est obligé. C'est un ras-le-bol complet. J'en ai marre de payer. Très vite, le mouvement prend une tournure inattendue et dépeint une France rurale et périurbaine qui craint le déclassement social. Dans cette commune de Seine-et-Marne, le maire de l'époque prend conscience de la cause profonde du mouvement. On a une maison, un jardin, mais l'école est loin, le boulot est loin, la médecine, il n'y en a plus, ou moins. On a vraiment une crise identitaire forte. Une crise identitaire à laquelle tente de répondre Emmanuel Macron en organisant un grand débat national. Lors de la restitution des résultats par le Premier ministre Édouard Philippe, les Gilets jaunes présents restent insatisfaits. Il nous a dit, Philippe, on va baisser les impôts, mais on va enlever en gros des services publics. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une équité. 2 ans après, le malaise est toujours là. En mai dernier, une enquête du Cevipof montrait que 57% des personnes interrogées sont favorables à un système politique moins démocratique, mais qui assure plus d'égalité et de justice sociale. Derrière la façade d'une demande d'autorité, se cache surtout une volonté de prise en compte des préoccupations personnelles de chacun. On voit bien ce qui est très intéressant, c'est le maire qui disait, vous voyez, maison-jardin, ce qui est le rêve de tous les Français, il dit finalement c'est en train d'être vécu pour ceux qui y habitent comme une prison. Oui, et là, on est un peu dans les ambivalences de notre société aussi. C'est-à-dire que toute une partie de la population a envie d'avoir cette maison avec jardin. Et quand on y est, on se dit, mais ça nécessite au niveau collectif des coûts très importants, parce qu'il faut mettre des services publics partout, parce qu'il faut de la voirie, des infrastructures. Il faut une voiture pour aller emmener les enfants à l'école. Et donc, il y a une difficulté aussi collectivement, parce que ça veut dire finalement des impôts. Or, il y a un souhait plutôt de moins d'impôts. Donc, depuis une trentaine d'années, les services publics se sont recentrés, ils ont été centralisés. Et donc, ils ont créé aussi cette difficulté à vivre au quotidien, parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a pas d'infrastructures sportives, etc., etc. Donc, on est dans une... C'est pour ça que la fameuse phrase d'Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, qui avait dit le modèle maison-jardin n'est pas durable, qui avait provoqué tant de remous, c'était un petit peu cette idée qu'elle voulait illustrer au travers de cette phrase. En tout cas, il y a une tension dans la société entre ces questions de vie, on va dire, un peu idéalisées, et la possibilité qu'on peut avoir de
fournir à tout le monde cette vie, en tout cas avec d'étalement urbain. Jean Garrigue, ce qui est frappant, c'est de voir la difficulté qu'ont eu Édouard Philippe et Emmanuel Macron à répondre alors, il y avait les cahiers de doléances des Gilets jaunes, on se souvient. Et ce sondage, 57% des Français disent on est prêt à sacrifier un peu la démocratie pour avoir plus d'égalité et plus de justice, comme si la démocratie n'était plus forcément le meilleur des systèmes. C'est la crise démocratique avec ces modèles alternatifs de la démocratie libérale que certains nous font miroiter. Libéral, donc c'est le modèle de la Hongrie, quoi. De hongrois, pouvoir fort, poutinien, où là on va vraiment vers une absence de liberté d'expression, de réunion, qui quand même, dont je ne pense pas d'ailleurs qu'elle soit le rêve pour la majorité des Français, mais la schizophrénie française, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. On le voit sur ce terrain de l'équilibre entre une surfiscalité ressentie comme telle et le besoin de services publics. Il y a quelque part quelque chose qui est complètement contradictoire. Et puis on le voit aussi dans ce décalage entre le besoin d'horizontalité que manifestaient les Gilets jaunes ou convoi de la liberté, le référendum d'initiative citoyenne, qui en était vraiment l'étendard. Et puis, d'un autre côté, ce besoin d'autorité, ce besoin d'un pouvoir fort. Moi, j'ai été frappé, il y avait un sondage il y a quelques semaines qui parlait même de junte militaire comme solution politique dans une démocratie comme la nôtre. Il y a une véritable schizophrénie. Moi, je l'analyse en historien comme la conjonction de deux grandes traditions historiques qui sont celles de la Révolution française, la Révolution parlementaire libérale, et du bonapartisme qui se sont tout le temps entremêlés dans notre histoire. Mais au-delà de ça, c'est une réalité et c'est cette recherche d'équilibre permanent en fait. C'est très frappant de voir que ce soit les Gilets jaunes ou maintenant les manifestations d'antivax, elles sont en demande de démocratie, d'horizontalité, d'individualité, et en même temps elles convergent tous vers le sommet, c'est-à-dire vers la personne d'Emmanuel Macron. Il y avait même beaucoup de slogans des Gilets jaunes ou d'autres qui le comparaient à Louis XVI, qui voulaient le guillotiner, en tout cas virtuellement, si vous voulez. Donc il y a en permanence cette schizophrénie, cette dualité, et ça c'est très compliqué à gérer pour le pouvoir en démocratie. Dans une dictature, ça pose pas de problème. On sait où on va et on peut imposer des normes, poser des choses. Dans la démocratie, c'est plus compliqué. Mathieu Souquier, ce ressentiment des classes moyennes, est-ce que c'est ce qui a été, parce qu'on parlait du Canada, l'un des moteurs du Trumpisme, de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Oui, si on considère que Donald Trump est un leader populiste, et on peut l'argumenter, oui, le ressentiment, c'est probablement le moteur essentiel du populisme. Donc, même cause faisant les mêmes effets, on pourrait avoir un Trump en France. Oui, mais alors, comme le disait Jean Garrigue, l'opinion française est assez ambivalente, elle est assez schizophrène. On peut même élargir un peu la focale et se dire qu'il y a un hiatus très profond entre les préoccupations des Français. Dans les enquêtes, elles sont très claires. Aujourd'hui, dans nos enquêtes Fondation Jean Jaurès au long cours, on l'observe. En numéro 1, il y a la préoccupation environnementale. En numéro 2, il y a la préoccupation sociale, où on mélange les services publics, le pouvoir d'achat, la question des inégalités, la lutte contre la pauvreté. Mais en tout cas, tout en haut du tableau, il y a question environnementale, question sociale, sans aucune traduction politique, évidemment, de tout cela, puisque la gauche et les écologistes, aujourd'hui, dans les intentions de vote, sont réduits à la portion congrue. Et je rebondis sur un dernier élément qui fait le lien avec la crise démocratique. Le meilleur indicateur de populisme ou de défiance ou de crise démocratique aujourd'hui, c'est que 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants, quels qu'ils soient, prennent de mauvaises décisions. C'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. 90% des Français sont convaincus de cela. Pire, un tiers d'entre eux pensent que c'est délibéré, que c'est volontaire, que c'est fait à dessein. Donc il n'y a pas seulement une faillite des élites, il y aurait comme une trahison des élites quasi assumée. Alors, l'une des raisons qui explique le succès des Gilets jaunes, ou l'une des caractéristiques, c'était la chasuble, et c'était aussi le rond-point. Et l'une des raisons qui expliquait le succès des ronds-points, c'était l'occasion, pour des gens qui ne se connaissaient pas, de se retrouver, de prendre un apéro, d'organiser un barbecue, comme si ce besoin de se retrouver était au cœur de la sociabilité. Et j'en veux pour preuve ce reportage qu'on va voir dans l'Aveyron. C'est un village qui n'avait plus de café. Et ils ont rouvert un bar solidaire, et vous allez voir, toutes les générations sont ravis de s'y retrouver. C'est donc le sujet dans l'Aveyron sur le retour d'un bar solidaire.
C'est un lieu convivial, vous voyez. On arrive, on boit, on rigole, on discute. Dans l'Aveyron, l'unique bistrot du village de Saint-Saturnin-de-l'Aisne reprend du service après 4 ans de fermeture grâce à la mobilisation de ses habitants, des riverains qui, une fois par semaine, passent derrière le comptoir. Une semaine, on essaye de se répartir un petit peu les plages horaires entre le matin et le soir. Grâce à ses bonnes volontés, le troquet a retrouvé ses habitués, mais aussi des petits nouveaux. C'est sympa, quoi. Ça donne un lieu de convivialité où on peut se retrouver entre jeunes et entre gens un peu plus âgés. Quand on voit les jeunes qui viennent, c'est agréable. Nous, on a vécu dans cette ambiance-là. On avait les anciens qui nous prenaient avec eux et on participait à tout. Autant de moments précieux d'échanges et de rencontres essentiels à la vie de cette petite commune rurale, un village en pleine renaissance qui fourmille de projets avec l'ouverture l'année prochaine d'un bar-restaurant et d'un centre multi-activités. Alors voilà, Sandra Wabian, on a remis non pas l'église, mais le bar au milieu du village. Le café au milieu du village. Le lien social, c'est essentiel. C'est ce qui fait vivre les uns et les autres. C'est ce qui maintient en bonne santé. Il y a tout un tas de bénéfices au lien social. Et effectivement, au lieu de construire des grands supermarchés, c'est très important d'avoir des lieux de retrouvailles. Le rond-point, finalement, c'était même un lieu de retrouvailles un petit peu par défaut parce que c'est pas tellement conçu pour se retrouver. Donc, on a besoin, en fait, de ces équipements, de ces lieux où, finalement, il peut se passer du temps de loisir autrement, qui va pas forcément être tourné vers la consommation, mais on le sait dans les enquêtes qu'on mène au Crédoc ou ailleurs, les activités qui épanouissent le plus, celles où on se sent le mieux, c'est effectivement des activités de lien social, des activités culturelles. Alors, elles sont réduites aujourd'hui, beaucoup de gens n'en ont pas. Mais par contre, quand elles sont présentes, elles ont un effet très important sur la société. Donc oui, moi je pense que cette présentation, elle n'est pas anecdotique. Je vous parlais des tiers-lieux tout à l'heure, qui est exactement fait ce même type d'espace où on va recréer du lien qui va se faire parce que les gens en ont envie. En fait, on parle beaucoup d'une société individualiste, mais les Français, parmi tous les peuples d'Europe, sont les plus attachés en fait au lien social. Donc plutôt que s'exciter sur Facebook, on va communiquer avec ses voisins et avoir des propos plus apaisés. Bah oui, effectivement, on va avoir en tout cas ce qui est certain, c'est que la discussion par numérique interposé, elle a tendance un peu à réifier, quoi, à rendre l'autre comme un objet. Et donc, on va plus se lâcher que quand on a son voisin, même si on n'est pas d'accord avec lui. Bah, finalement, on le voit tous les jours, donc on va quand même essayer de composer un petit peu et d'avoir une forme de paix sociale. Donc, moi, je trouve que votre reportage est très bienvenu. Ça nous donne un petit peu d'espoir par rapport à toute cette émission qui était un petit peu... Et justement, Mathieu Souquet, est-ce que c'est pas le drame des banlieues, de ces grandes agglomérations où, au fond, il n'y a pas de centre, hein. D'ailleurs, on dit j'habite le 92, le 95. Et le centre, on a l'impression que c'est la station RER qui vous permet d'accéder à la capitale. Est-ce que la déshumanisation territoriale de ces banlieues n'est pas au cœur de ce ressentiment? Alors oui, c'est vrai, et en même temps, chacun sait qu'il y a dans ces quartiers un tissu associatif en général assez dynamique, des activités de quartier, il se passe aussi des choses. Donc, ce qui est assez intéressant avec cette histoire de troquet comme lieu de vie qu'on redécouvre, alors évidemment d'abord, ça fait partie de l'art de vivre à la française, et il est sûr que quand on s'engueule au café du commerce, on le fait avec moins de virulence, moins de violence que sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, ça fait du bien pour réguler les interactions entre les gens. Mais là encore, si on se dit que le vote protestataire prospère sur un écart entre la réalité et la représentation qu'on en a. Alors, on parle beaucoup de la désertion d'un certain nombre de territoires et du départ des services publics. En réalité, encore une fois, les chercheurs ont bien montré que le service public n'a pas réellement reculé. On a pu réorganiser la carte judiciaire, on a pu réorganiser la carte hospitalière, mais encore une fois, l'interventionnisme public et même les services publics n'ont jamais bénéficié d'autant de financement qu'aujourd'hui. Et donc, le sentiment que les services publics reculent est pour partie un sentiment. Ce qui a beaucoup plus déserté dans certains territoires, en réalité, plus que l'action publique, c'est l'économie privée. Ce sont les entreprises, les usines qui ont fermé. Et on a beaucoup focalisé sur les services publics qui ont nettement moins reculé en réalité que certains acteurs économiques. Mais les besoins ont augmenté. Alors, avec le vieillissement, donc du coup, effectivement, les financements sont maintenus, mais les besoins ont augmenté. C'est une course sans fin. Voilà. Mais encore une fois, l'interventionnisme public n'a pas reculé. L'usine a fermé,
l'école, enfin pas, non, l'usine a fermé. N'a pas fermé. Le café a fermé. Les services. Et il reste plus que les services et dont on nous dit il faut les rationaliser. Donc. Alors c'est vrai. Voilà. Pendant 20 ans, on a rationalisé les services publics parce que l'opinion dans son ensemble disait ras-le-bol fiscal. Ras-le-bol fiscal. Donc encore une fois, l'opinion est ambivalente par rapport à ça. D'où cette volonté de faire revivre les territoires au travers de toutes ces actions, la cœur de ville, ces villes moyennes qui prennent un peu leur revanche d'ailleurs avec le télétravail. C'est bienvenu au fond. Non, mais c'est une question fondamentale. C'est presque la question. Parce que si on faisait me semble-t-il, si on revient à l'origine de notre réflexion sur les convois de la liberté, là, au fond, qu'est-ce que c'est ces convois de la liberté? Avant tout, comme l'étaient les Gilets jaunes, c'est des lieux de sociabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est des lieux où des gens qui se sentent oubliés ou qui se sentent isolés se retrouvent collectivement pour faire partie de faire commun, faire lieu. Et toute notre société, depuis des décennies, elle a disloqué un certain nombre de liens sociaux. Et si vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé dans les débuts de la Troisième République, où s'est construit une forme de vivre ensemble, on peut l'apprécier, on peut la critiquer, mais ce vivre ensemble de la Troisième République, il s'est construit sur des liens sociaux qui se faisaient à l'école, dans les villages, au service militaire, un peu partout, et dans les cabarets, dans les veillées, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu et qu'il retrouve là, par exemple, ces convois de la liberté. Retrouver de la cohésion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.